Thème 6, axe 1, produire et diffuser des connaissances. Dans une première partie, voyons l'évolution de la production et de la diffusion des connaissances. Jusqu'au XVe siècle, cette production et cette diffusion de la connaissance sont très limitées. Pourquoi? Parce que les connaissances sont fondées sur l'autorité plus que sur l'expérimentation. En Occident, il y a des textes qu'on ne doit pas remettre en cause, qui font autorité, comme la Bible, les traités d'Aristote ou la géographie de Ptolémée. En Chine, ce sont les écrits de Confucius. Donc toute expérimentation et innovation sont limitées. D'autre part, le savoir voit sa diffusion limitée, tout d'abord parce que les livres sont rares et chers, étant recopiés à la main. Donc du coup, il faut aller dans les universités, qui sont elles également très rares, pour avoir accès à la connaissance. Alors les universités les plus anciennes sont Bologne, Paris ou Al-Azhar en Égypte. Entre les civilisations, les échanges scientifiques sont également rares et lents. On peut ainsi citer l'exemple de la boussole, qui est une invention chinoise vers le XIe siècle, qui n'apparaîtra véritablement en Europe qu'au XIVe siècle par l'intermédiaire des marins arabes. À partir du XVe siècle, c'est la révolution du livre imprimé. Donc du coup, le savoir en Occident va se diffuser plus rapidement grâce aux ateliers d'imprimerie inventés par Gutenberg. Ça permettra aussi une lecture critique des textes, notamment par les humanistes. Au XVIe siècle, c'est la valorisation des connaissances scientifiques expérimentales. On peut citer les travaux d'observation de Galilée, avec sa lunette astronomique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, les lieux de production de connaissances se multiplient. C'est le triomphe des sciences expérimentales. On peut citer les travaux d'Isaac Newton et de l'encyclopédisme. Depuis le XIXe siècle, il y a une accélération des découvertes scientifiques, et d'ailleurs, la circulation des connaissances devient un enjeu géopolitique. Les brevets qui sont déposés révèlent la hiérarchie des puissances. Alors jusqu'en 1914, ils étaient dominés par l'Allemagne et la France, pendant la guerre froide par les États-Unis et l'URSS, et aujourd'hui il y a une compétition entre la Chine et les États-Unis. D'ailleurs aujourd'hui, tout transfert de technologie est un sujet sensible. On peut terminer en disant qu'au début de ce XXIe siècle, il y a même de nouveaux lieux de production de connaissances scientifiques dans les pays émergents, que sont l'Inde ou la Corée du Sud. Dans cette deuxième partie, voyons les inégalités liées à l'appropriation des connaissances. Commençons par un rappel de l'élargissement de l'accès au savoir depuis le XVIe siècle. Du XVIe au XVIIIe siècle, ce sont les institutions religieuses qui ont un rôle important dans l'enseignement. Il faut valoriser l'enseignement religieux pour que les croyants sachent lire la Bible. Au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières valorise la diffusion de la science, vue comme un facteur de progrès de l'humanité. Et puis il y a l'État, qui joue un rôle majeur dans l'accès au savoir. Il a besoin lui aussi d'un personnel formé pour administrer le pays. C'est ainsi que depuis le XIXe siècle se développe un enseignement public, à la fois pour répondre aux besoins de l'industrialisation, et si je parle de la République française, pour limiter le rôle du clergé dans l'éducation. Donc au XXe siècle, on voit bien qu'il y a un lien de puissance d'un État et de capacité d'innovation. C'est pour cela que les pays investissent dans une politique d'alphabétisation. Alors quelle est la situation actuelle? Il y a des inégalités à différentes échelles, notamment dans le taux d'alphabétisation. Les plus importants producteurs et diffuseurs de connaissances sont les pays développés, notamment dans leurs métropoles, qui sont de véritables pôles d'innovation. Il y a aussi des inégalités sociales. L'accès aux connaissances est différent selon votre catégorie sociale. Il y a aussi la question du genre, que nous verrons dans un TP sur l'alphabétisation des femmes. Alors quels sont les facteurs et les blocages? Il y a bien sûr des facteurs économiques et politiques. Il y a une corrélation entre le niveau de développement et la qualité de l'accès aux connaissances. D'ailleurs, la fracture numérique touche d'abord les pays pauvres, qui n'ont pas les moyens de développer un réseau sur l'ensemble de leur territoire. Et puis les opérateurs n'ont pas envie d'investir dans des pays qui ont un faible potentiel économique. Il y a bien sûr des facteurs politiques. Dans les pays autoritaires, on filtre l'information. L'accès à Internet est restreint. Il y a aussi des freins religieux ou culturels. Certaines publications sont interdites pour des raisons dogmatiques. Et puis ça s'explique aussi par la place de la femme dans la société.